Le lion amoureux. Fable première des Fables de La Fontaine, livre quatrième. Enregistré pour LibriVox.org par Sicoré. Sévigné, de qui les attraits servent aux grâces de modèles, et qui naquîtes toutes belles, à votre indifférence près, pourriez-vous être favorable aux jeux innocents d'une fable, et voir sans vous épouvanter un lion qu'amour sut dompter? Amour est un étrange maître, heureux qui peut ne le connaître que par récit, lui ni ses coups. Quand on en parle devant vous, si la vérité vous offense, la fable au moins se peut souffrir. Celle-ci prend bien l'assurance de venir à vos pieds s'offrir, par zèle et par reconnaissance. Du temps que les bêtes parlaient, les lions, entre autres, voulaient être admis dans notre alliance. Pourquoi non? Puisque leur engeance valait la nôtre en ce temps-là, ayant courage, intelligence et belle hure outre cela. Voici comment il en alla. Un lion de haut parentage, en passant par un certain pré, rencontra bergère à son gré. Il la demande en mariage. Le père aurait fort souhaité quelque gendre un peu moins terrible. La donner lui semblait bien dur. La refuser n'était pas sûr. Même un refus eût fait possible qu'on eût vu quelque beau matin un mariage clandestin. Car outre qu'en toute manière la belle était pour les gens fiers, fille se coiffe volontiers d'amoureux à longue crinière. Le père donc ouvertement, n'osant renvoyer notre amant, lui dit: Ma fille est délicate, vos griffes la pourront blesser, quand vous voudrez la caresser. Permettez donc qu'à chaque patte, on vous les rogne, et pour les dents, qu'on vous les lime en même temps. Vos baisers en seront moins rudes, et pour vous plus délicieux, car ma fille y répondra mieux, étant sans ses inquiétudes. Le lion consent à cela, tant son âme était aveuglée. Sans dents ni griffes, le voilà, comme place démantelée. On lâcha sur lui quelques chiens. Il fit fort peu de résistance. Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu prudence. Fin de la fable première, le lion amoureux. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le berger et la mère. Fable numéro 2 des Fables de La Fontaine, livre quatrième. Enregistré pour LibriVox.org par J.C. Guan. Du rapport d'un troupeau dont il vivait sans soin, se contenta longtemps un voisin d'Amphitrite. Si sa fortune était petite, il était sûr tout au moins. À la fin, les trésors déchargés sur la plage le tentèrent si bien qu'il vendit son troupeau, trafiqua de l'argent, le mit entier sur l'eau. Cet argent périt par naufrage. Son maître fut réduit à garder les brebis, non plus berger en chef comme il était jadis, quand ses propres moutons paissaient sur le rivage. Celui qui s'était vu Coridon ou Tircis fut Pierrot et rien davantage. Au bout de quelque temps, il fit quelque profit, racheta des bêtes à laine, et comme un jour les vents, retenant leur haleine, laissaient paisiblement aborder les vaisseaux, « Vous voulez de l'argent, ô mesdames les eaux ?» dit-il. « Adressez-vous, je vous prie, à quelque autre. Ma foi, vous n'aurez pas le nôtre. Ceci n'est pas un conte à plaisir inventé. Je me sers de la vérité pour montrer, par expérience, qu'un sou, quand il est assuré, vaut mieux que 5 en espérance, qu'il se faut contenter de sa condition,
qu'au conseil de la mère et de l'ambition nous devons fermer les oreilles. Pour un qui s'en louera, 10 000 s'en plaindront. La mère promet monts et merveilles. Fiez-vous-y, les vents et les voleurs viendront. Fin de la fable numéro 2, Le berger et la mère. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La mouche et la fourmi. Fable 3 des Fables de La Fontaine. Livre 4e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La mouche et la fourmi. La mouche et la fourmi contestaient de leur prix. « Oh, Jupiter, dit la première, faut-il que l'amour-propre aveugle les esprits d'une si terrible manière qu'un vil et rampant animal à la fille de l'air ose se dire égal? Je hante les palais, je m'assieds à ta table. Si l'on t'immole un bœuf, j'en goûte devant toi. Pendant que celle-ci, chétive et misérable, vit 3 jours d'un fétu qu'elle a traîné chez soi. Mais ma mignonne, dites-moi, vous campez-vous jamais sur la tête d'un roi, d'un empereur ou d'une belle? Je rehausse d'un teint la blancheur naturelle, et la dernière main que met à sa beauté une femme allant en conquête, c'est un ajustement des mouches empruntées. Puis allez-moi rompre la tête de vos greniers. Avez-vous dit, lui répliqua la ménagère, vous hantez les palais, mais on vous y maudit. Et quant à goûter la première de ce qu'on sert devant les dieux, croyez-vous qu'il en vaille mieux? Si vous entrez partout, aussi font les profanes. Sur la tête des rois et sur celle des ânes, vous allez vous planter, je n'en disconviens pas. Et je sais que d'un prompt trépas, cette importunité bien souvent est punie. Certain ajustement, dites-vous, rend joli. J'en conviens, il est noir ainsi que vous et moi. Je veux qu'il ait nom mouche. Est-ce un sujet pourquoi vous fassiez sonner vos mérites? Nomme-t-on pas aussi mouche les parasites? Cessez donc de tenir un langage si vain. N'ayez plus ces autres pensées. Les mouches de cour sont chassées, les mouchards sont pendus, et vous mourrez de faim, de froid, de langueur, de misère, quand Phébus régnera sur un autre hémisphère. Alors je jouirai du fruit de mes travaux. Je n'irai par monts ni par vaux, m'exposer au vent, à la pluie. Je vivrai sans mélancolie. Le soin que j'aurai pris, de soin m'exemptera. Je vous enseignerai par là ce que c'est qu'une fausse ou véritable gloire. Adieu, je perds le temps. Laissez-moi travailler. Ni mon grenier, ni mon armoire se remplit à babiller. Fin de la fable 3. La mouche et la fourmi. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le jardinier et son seigneur. Fable 4 des Fables de La Fontaine. Livre 4e. Enregistré pour LibriVox.org par Nunday. Un amateur de jardinage demi-bourgeois, demi-monon, possédait en certain village un jardin assez propre et clos. Maintenant, il avait de plomb vif, fermé, cette étendue, la croissait plaisir l'osait, et la tue. De quoi faire un margot, pour sa fête à bouquet, peu de jasmin d'Espagne, et fort surpalais. Cette félicité, par un lièvre troublé, fit que seigneur du bourg, notre homme se plaignit, ce maudit animal vient prendre sa goulée, soir et matin, dit-il, et du piège se rit, lui perd les bâtons,
et perdent leur crédit. Et les sorciers, je crois. Sorciers, je l'en défie. Repartit le seigneur, fut-il diable améro, en dépit de ses tours, l'attrapera bientôt. Je vous en ferai, bonhomme sur ma vie, et quand, et les demain, sans tarder plus longtemps, la partie ainsi faite, il vient avec ses gens. Ça, de journaux, dit-il au poulet, sont-elles tendres, la fille du logis, quand vous voit approcher, quand la marierons-nous, quand aurons-nous des gendres, bonhomme, c'est ce coup qu'il faut. Vous m'entendez qu'il faut fouiller à l'escarcelle, disons ces mots, il fait connaissance avec elle. Auprès de lui, la fait asseoir, prend du main, un bras, lève un coin du mouchoir, se tisse dans la belle, se défend avec grand respect, tant qu'on perd la faim, cela devient suspect, cependant, on fracasse, on se rue en cuisine, de quand sont vos jambons, ils ont fort bonne mine. Monsieur, ils sont à vous, vraiment, dit le seigneur, je les reçois, et de bon cœur, ils le gens très bien, aussi fait sa famille, chiens, chevaux et balais, toujours bien, non doté, il commande chez l'autre, il prend des libertés, poisson vin caresse sa fille, l'embarras des chasseurs succède au déjeuner, chacun s'anime et se prépare, les trompes et les corps font ta tête de barre, que le bonhomme est étonné, le pis fut que l'on mit en petit équipage, le pauvre potager, adieu plomb chez carreau, adieu chez carré et poireaux, adieu de quoi mettre au potage, le lièvre était jeté dessous à mettre chaud, on les quête, on les lance, il s'enfuit par un trou, non pas trop, mais troué, arrive les larges plaies, que l'on fit à la pauvre haie, par ordre du seigneur, car il était mal, qu'on n'eût plus du jardin, sortir tout à cheval, le bonhomme disait, ce sont larges de brasse, mais on ne le sait dire, et les chiens et les gens firent plus de dégâts en une heure de temps qu'on en aurait fait en son temps tous les lièvres de la province. Petit prince, videz vos débats entre vous, de recourir au roi, vous serez de grands fous, il ne les faut jamais engager dans vos guerres, ne les faire entrer sur vos terres. Fin de la fable 4. Le jardinier et son seigneur. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'âne et le petit chien. Fable 5 des Fables de La Fontaine, livre 4e, enregistré pour LibriVox.org par Philippa Willis. L'âne et le petit chien. Ne forçons point notre talent, nous ne ferions rien avec grâce. Jamais un lourdeau, quoi qu'il fasse, ne saurait passer pour galant. Peu de gens que le ciel chérit et gratifie ont le don d'agréer un fût avec la vie. C'est un point qu'il leur faut laisser et ne pas ressembler à l'âne de la fable, qui pour se rendre plus aimable et plus cher à son maître, alla le caresser. Comment, disait-il en son âme, ce chien, parce qu'il est mignon, vivrait de pair à compagnon avec monsieur, avec madame, et j'aurais des coups de bâton, que fait-il? Il donne la patte, puis aussitôt il est baisé. S'il en faut faire autant afin que l'on me flatte, cela n'est pas malaisé. Dans cette admirable pensée, voyant son maître en joie, il s'en vient lourdement,
lève une corne toute usée, la lui porte aux mentions fort amoureusement, non sans accompagner, pour plus grand ornement, de son chant gracieux cette action hardie. Oh, oh, quelle caresse et quelle mélodie, dit le maître aussitôt. Oh là, Martin battant à corps. L'âne change de ton, ainsi finit la comédie. Fin de la fable 5. L'âne et le petit chien. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le combat des rats et des belettes. Fable 6 des Fables de La Fontaine, livre 4e. Enregistré pour LibriVox.org par Ève. La nation des belettes, non plus que celle des chats, ne veut aucun bien aux rats. Et sans les portes étraites de leurs habitations, l'animal à longue échine en ferait, je m'imagine, de grandes destructions. Or, une certaine année, qu'il en était à foison, leur roi, nommé Ratapon, mit en campagne une armée. Les belettes, de leur part, déployèrent l'étendard, si l'on croit à la renommée. La victoire balança, plus d'un guerret s'engraissa, 200 de plus d'une bande. Mais la perte la plus grande tomba presque en tous endroits, sur le peuple souriquois. Sa déroute fut entière, quoique pût faire Artarpax, Psycharpax, Méridarpax, qui, tout couverts de poussière, soutinrent assez longtemps les efforts des combattants. Leur résistance fut vaine, il fallut céder au sort. Chacun s'enfuit au plus fort, tant soldats que capitaines, les princes périrent tous. La racaille, dans des trous, trouvant sa retraite prête, se sauva sans grand travail. Mais les seigneurs sur leur tête, ayant chacun un plumail, des cornes ou des aigrettes, soit comme marque d'honneur, soit afin que les belettes en conçussent plus de peur. Cela causa leur malheur, trou ni fente, ni crevasse ne fut assez large pour eux, au lieu que la populace entrait dans les moindres creux. La principale jonchée fut donc des principaux rats. Une tête empanachée n'est pas petit embarras. Le trop superbe équipage peut souvent, en un passage, causer du retardement. Les petits, en toute affaire, esquivent fort aisément. Les grands ne le peuvent faire. Fin de la fable 6, le combat des rats et des belettes. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le singe et le dauphin, fable 7 des Fables de La Fontaine, livre 4e, enregistré pour LibriVox.org par Claude Kovofarki. C'était chez les Grecs un usage que sur la mer tout voyageur menait avec eux en voyage singes et chiens de bateleurs. Un navire en cet équipage, non loin d'Athènes, fit naufrage. Sans les dauphins, tout eût péri. Cet animal est fort ami de notre espèce. En son histoire, Pline le dit, il le faut croire. Il sauva donc tout ce qu'il put. Même un singe, en cette occurrence, profitant de la ressemblance, lui pensa devoir son salut. Un dauphin le prit pour un homme, et sur son dos le fit asseoir si gravement qu'on eût cru voir ce chanteur que tant on renomme. Le dauphin l'allait mettre à bord, quand, par hasard, il lui demande « Êtes-vous d'Athènes, la grande ?»« Oui, dit l'autre, on m'y connaît fort. S'il vous survient quelque affaire, employez-moi, car mes parents y tiennent tous les premiers rangs. Un mien cousin est juge-maire. » Le dauphin dit « Bien grand merci. » Et le Pirée à part aussi à l'honneur de votre présence? Vous le voyez souvent, je pense. Tous les jours, il est mon ami, c'est une vieille connaissance. Notre magot prit pour ce coup le nom d'un porc pour un nom d'homme. De tels gens, il est beaucoup qui prendraient Vaugirard pour Rome, et qui, caquetants au plus dru, parlent de tout et n'ont rien vu. Le dauphin rit,
tourne la tête, et le magot considéré, il s'aperçoit qu'il n'a tiré du fond des eaux rien qu'une bête. Il y replonge et va trouver quelque homme afin de le sauver. Fin de la fable 7, le singe et le dauphin. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'homme et l'idole de bois. Fable numéro 8 des fables de La Fontaine, livre 4e. Enregistré pour LibriVox.org par Bernard. Certains païens chez lui gardaient un dieu de bois, de ces dieux qui sont sourds, bien qu'ayant des oreilles. Le païen cependant s'en promettait merveille. Il lui coûtait autant que 3. Ce n'était que vœux et qu'offrandes. Sacrifice de bœufs couronnés de guirlandes, jamais idole, quel qu'il fût, n'avait eu cuisine si grasse, sans que pour tout ce culte à son hôte il échût succession, trésor, gain au jeu, nulle grâce. Bien plus, si pour un sou d'orage en quelque endroit s'amassait d'une ou d'autre sorte, l'homme en avait sa part, et sa bourse en souffrait. La pitance du dieu n'en était pas moins forte. À la fin, se fâchant de n'en obtenir rien, il vous prend un levier, met en pièces l'idole, le trouve rempli d'or. Quand je t'ai fait du bien, m'as-tu valu, dit-il, seulement une obole ? Va, sors de mon logis, cherche d'autres autels. Tu ressembles au naturel malheureux, grossier et stupide. On n'en peut rien tirer qu'avec le bâton. Plus je te remplissais, plus mes mains étaient vides. J'ai bien fait de changer de ton. Fin de la fable numéro 8. L'homme et l'idole de bois. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le geai paré des plumes du paon. Fable numéro 9 des fables de La Fontaine, livre 4e. Enregistré pour LibriVox.org par Bernard. Un paon muet. Un geai prit son plumage, puis après se l'accommoda. Puis parmi d'autres paons tout fier se panada, croyant être un beau personnage. Quelqu'un le reconnut, il se vit bafoué, berné, sifflé, moqué, joué, et par messieurs les paons plumé d'étranges sortes. Même vers ces pareils s'étant réfugié, il fut par eux mis à la porte. Il est assez de geais à 2 pieds comme lui, qui se parent souvent des dépouilles d'autrui, et que l'on nomme plagiaires. Je m'en tais et ne veux leur causer nul ennui. Ce ne sont pas là mes affaires. Fin de la fable 9. Le geai paré des plumes de paon. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le chameau et les bâtons flottants. Fable 10 des fables de La Fontaine, livre 4e. Enregistré pour LibriVox.org par Michael Cadillac. Le chameau et les bâtons flottants. Le premier qui vit un chameau s'enfuit à cet objet nouveau. Le second approcha. Le troisième osa faire un licou pour le dromadaire. L'accoutumance ainsi nous rend tout familier.
ce qui nous paraissait terrible et singulier, s'apprivoise avec notre vue quand on se vient à la continue. Puisque nous voici tombés sur ce sujet, on avait mis des gens au guet qui, voyant sur les eaux de loin certain objet, ne purent s'empêcher de dire que c'était un puissant navire. Quelques moments après, l'objet devient brûlot, et puis nacelle, et puis ballot, enfin bâton flottant sur l'onde. J'en sais beaucoup de par le monde à qui ceci conviendrait bien. De loin, c'est quelque chose, et de près, ce n'est rien. Fin de la fable 10, le chameau et les bâtons flottants. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La grenouille et le rat. Fable 11 des Fables de La Fontaine, livre 4e. Enregistré pour LibriVox.org par Ezwa. Tel, comme dit Merlin, cuit d'engénier autrui, qui souvent s'engénie soi-même. J'ai regret que ce mot soit trop vieux aujourd'hui. Il m'a toujours semblé d'une énergie extrême. Mais afin d'en venir au dessein que j'ai pris, un rat plein d'embonpoint, gras et des mieux nourris, et qui ne connaissait l'avant ni le carême, sur le bord d'un marais égayait ses esprits. Une grenouille approche et lui dit en sa langue « Venez me voir chez moi, je vous ferai festin. » Messire Rat promit soudain. Il n'était pas besoin de plus longue harangue. Elle allégua pourtant les délices du bain, la curiosité, le plaisir du voyage, sans raretés à voir le long du marécage. Un jour il conterait à ses petits-enfants les beautés de ces lieux, les mœurs des habitants et le gouvernement de la chose publique aquatique. Un point sans plus tenait le galant empêché. Il nageait quelque peu, mais il fallait de l'aide. La grenouille à cela trouve un très bon remède. Le rat fut à son pied par la patte attachée. Un brin de jonc en fit l'affaire. Dans le marais entré, notre bonne commère s'efforce de tirer son hôte au fond de l'eau, contre le droit des gens, contre la foi jurée. Prétend qu'elle en fera gorge chaude et curée. C'était, à son avis, un excellent morceau. Déjà dans son esprit la galande le croque. Il atteste les dieux, la perfide s'en moque, il résiste, elle tire. En ce combat nouveau, un Milan qui dans l'air planait, faisait la ronde, voit d'en haut le pauvret se débattant sur l'onde. Il fond dessus, l'enlève, et par même moyen la grenouille et le lien. Tout en fut, tant et si bien, que de cette double proie l'oiseau se donne au cœur joie, ayant de cette façon à souper chair et poisson. La ruse la mieux ourdie peut nuire à son inventeur, et souvent la perfidie retourne sur son auteur. Fin de la fable 11, la grenouille et le rat. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Tribut envoyé par les animaux à Alexandre. Fable 12 des Fables de La Fontaine, livre 4e. Enregistré pour LibriVox.org par Michael Cadillac. Tribut envoyé par les animaux à Alexandre. Une fable avait cours parmi l'Antiquité, et la raison ne m'en est pas connue. Que le lecteur en tire une moralité, voici la fable toute nue. La renommée ayant dit en 100 lieues qu'un fils de Jupiter, un certain Alexandre, ne voulant rien laisser de libre sous les cieux, commandait que, sans plus attendre, tout peuple à ses pieds s'alla rendre, quadrupèdes, humains, éléphants, vermisseaux, les républiques des oiseaux, la déesse aux 100 bouges, dis-je, ayant mis partout la terreur. En publiant l'édit du nouvel empereur, les animaux, et toute espèce lige, de son seul appétit, crurent que cette fois, il fallait subir d'autres lois. On s'assemble au désert, tous quittent leur tanière. Après divers avis, on résout, on conclut d'envoyer hommage et tribut. Pour l'hommage et pour la manière, le singe en fut chargé. L'on eut écrit ce qu'on voulait qui fût dit. Le seul tribut l'était en peine, car que donner? Il fallait de l'argent. On en prit d'un prince obligeant, qui, possédant dans son domaine des mines d'or, fournit ce qu'on voulut. Comme il fut question de porter ce tribut, le mulet et l'âne s'offrirent, assistés du cheval ainsi que du chameau. Tous quatre en chemin se mirent, avec le singe, ambassadeur nouveau. La caravane rencontre enfin en un passage Monseigneur le lion, cela ne leur plut point. « Nous nous rencontrons tout à point, dit-il, et nous voici compagnons de voyage. J'allais offrir mon fait à part,
mais bien qu'il soit léger, tout fardeau m'embarrasse. Obligez-moi de me faire la grâce que d'en porter chacun un quart. Ce nous sera une charge trop grande, et j'en serai plus libre, et bien plus en état, en cas que les voleurs attaquent notre bande, et que l'on en vienne au combat. Et conduire un lion rarement se pratique. Le voilà donc admis, soulagé, bien reçu, et, malgré le héros de Jupiter issu, faisant chair et vivant sur la bourse publique. Ils arrivèrent dans un pré, tout bordé de ruisseaux, de fleurs tout diaprées, où maint mouton cherchait sa vie, séjour du frais, véritable patrie des zéphyrs. Le lion n'y fut pas, qu'à ces gens il se plaignit d'être malade. « Continuez votre ambassade, dit-il. Je sens un feu qui me brûle en dedans, et je veux chercher ici quelque herbe salutaire. Pour vous, ne perdez point de temps. Rendez-moi mon argent, j'en puis avoir affaire. » On déballe, et d'abord le lion s'écria, d'un ton qui témoignait sa joie. « Que de filles! Ô Dieu! Mes pièces de monnaie ont produites! Voyez, la plupart sont déjà aussi grandes que leur mère. Le croix m'en appartient. » Il prit tout là-dessus. Ou bien, s'il ne prit tout, il en demeura guère. Le singe et les sommiers confus, sans oser répliquer, en chemin se remirent. Au fils de Jupiter, on dit qu'ils se plaignirent, et n'en eurent point de raison. Qu'eût-il fait, c'eût été lion contre lion? Et le proverbe dit, corsaire à corsaire, l'un l'autre s'attaquant, ne font pas leurs affaires. Fin de la fable 12. Tribut envoyé par les animaux à Alexandre. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Fable de La Fontaine, livre 4e de Jean de La Fontaine. Fable, le cheval s'étant voulu venger du cerf. Des fables de La Fontaine, livre 4e. Enregistré pour LibriVox.org par Dicaios. De tout temps, les chevaux ne sont nés pour les hommes. Lorsque le genre humain de glands se contentait, âne, cheval et mule aux forêts habitaient. Et l'on ne voyait point, comme au siècle où nous sommes, tant de selles et tant de bas, tant de harnais pour les combats, tant de chaises, tant de carrosses, comme aussi ne voyait-on pas, tant de festins et tant de noces. Or, un cheval eut alors différent, avec un cerf plein de vitesse. Et ne pouvant attraper en courant, il eut recours à l'homme, implora son adresse. L'homme lui mit un frein, lui sauta sur le dos, ne lui donna point de repos, que le cerf ne fût pris et n'y laissa la vie. Et cela fait, le cheval remercie l'homme, son bienfaiteur, disant « Je suis à vous. Adieu, je m'en retourne en mon séjour sauvage. » « Non, pas cela, dit l'homme. Il fait meilleur chez nous. Je vois trop quel est votre usage. Demeurez donc, vous serez bien traité. Et jusqu'au ventre en la litière. Hélas, que sert la bonne chair quand on n'a pas la liberté? Le cheval s'aperçut qu'il avait fait folie. Mais il n'était plus temps, déjà son écurie était prête et toute bâtie. Il y mourut entraînant son lien, sage s'il eût remis une légère offense. Quel que soit le plaisir que cause la vengeance, c'est l'acheter trop cher que de l'acheter d'un bien, sans qui les autres ne sont rien. Fin de la fable, le cheval s'étant voulu venger du cerf. Des fables de La Fontaine, livre 4e. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le renard et le buste. Fable 14 des Fables de La Fontaine, livre 4e, enregistré pour LibriVox.org par Jason Mayoff. Les grands, pour la plupart, sont masques de théâtre. Leur apparence impose aux vulgaires idolâtres. L'âne n'en sait juger que par ce qu'il en voit. Le renard, au contraire, à fond les examine, les tourne de tous sens, et quand il s'aperçoit que leur fait n'est que bonne mine, il leur applique un mot qu'un buste de héros lui fit dire fort à propos. C'était un buste creux et plus grand que nature. Le renard, en louant l'effort de la sculpture, « Belle tête, dit-il, mais de cervelle point. Combien de grands seigneurs sont bustes en ce point? » Fin de la fable 14.
Le renard et le buste. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le loup, la chèvre et le chevreau, Fable 15 des Fables de La Fontaine, livre 4e, enregistré pour LibriVox.org par Claude Kovofarki. La bique, allant remplir sa traînante mamelle et paître l'herbe nouvelle, ferma sa porte au loquet, non sans dire à son biquet « Gardez-vous sur votre vie d'ouvrir, que l'on ne vous dit pour enseigne et mot du guet, foin du loup et de sa race. » Comme elle disait ces mots, le loup de fortune passe. Il les recueille à propos et les garde en sa mémoire. La bique, comme on peut croire, n'avait pas vu le glouton. Dès qu'il la voit partie, il contrefait son ton et d'une voix papelarde, il demande qu'on ouvre en disant « foin du loup » et croyant entrer tout d'un coup. Le biquet soupçonneux, par la fente regarde. « Montrez-moi patte blanche, ou je n'ouvrirai point » s'écria-t-il d'abord. Patte blanche est un point chez les loups, comme on sait, rarement en usage. Celui-ci, fort surpris d'entendre ce langage comme il était venu, s'en retourna chez soi. Où serait le biquet s'il eût ajouté foi au mot du guet que de fortune notre loup avait entendu? Deux sûretés valent mieux qu'une, et le trop en cela ne fut jamais perdu. Fin de la fable 15, le loup, la chèvre et le chevreau. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le loup, la mère et l'enfant. Fable 16 des Fables de La Fontaine, livre 4e. Enregistré pour LibriVox.org par Ezwa. Ce loup me remet en mémoire un de ses compagnons qui fut encore mieux pris. Il y périt. Voici l'histoire. Un villageois avait à l'écart son logis. Messire Loup attendait Chape-Chute à la porte. Il avait vu sortir gibier de toutes sortes, veaux de lait, agneaux et brebis, régiment de dindons, enfin bonne provende. Le larron commençait pourtant à s'ennuyer. Il entend un enfant crier. La mère aussitôt le gourmande, le menace, s'il ne se tait, de le donner au loup. L'animal se tient prêt, remerciant les dieux d'une telle aventure, quand la mère, apaisant sa chère géniture, lui dit « Ne criez point, s'il vient, nous le tuerons. »« Qu'est-ce ceci » s'écria le mangeur de moutons. « Dire d'un puis d'un autre. Est-ce ainsi que l'on traite les gens faits comme moi? Me prend-on pour un sot? Que quelque jour ce beau marmot vienne au bois cueillir la noisette » Comme il disait ces mots, on sort de la maison. Un chien de cour l'arrête. Épieux et fourche fière, l'ajuste de toute manière. « Que veniez-vous chercher en ce lieu » lui dit-on. Aussitôt il conta l'affaire. « Merci de moi » lui dit la mère. « Tu mangeras mon fils? L'ai-je fait à dessein qu'il assouvisse un jour ta faim ?» On assomma la pauvre bête. Un manant lui coupa le pied droit et la tête. Le seigneur du village à sa porte les mit. Et ce dicton picard alentour fut écrit. Biochirleux n'écoutez mis, mère tant champfieux qui crie. Fin de la fable 16. Le loup, la mère et l'enfant. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Paroles de Socrate. Fable 17 des Fables de La Fontaine, livre 4e, enregistré pour LibriVox.org par Michael Kédiak. Paroles de Socrate. Socrate un jour, faisant bâtir, chacun censurait son ouvrage. L'un trouvait les dedans, pour ne lui point mentir, indignes d'un tel personnage. L'autre blâmait la face, et tous étaient d'avis que les appartements en étaient trop petits. Mais quelle maison pour lui! L'on y tournait à peine. Plût au ciel que de vrais amis, telle qu'elle est, dit-il, elle pût être pleine. Le bon Socrate avait raison de trouver pour cela trop grande sa maison.
Chacun se dit ami, mais folle qui s'y repose. Rien n'est plus commun que ce nom, rien n'est plus rare que la chose. Fin de la fable 17, Paroles de Socrate. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le vieillard et ses enfants. Fable 18 des Fables de La Fontaine. Livre 4e. Enregistré pour LibriVox.org par Daniel Shorten. Le vieillard et ses enfants. Toute puissance est faible, à moins que d'être unie. Écoutez là-dessus l'esclavage de Phrygie. Si j'ajoute du mien à son invention, c'est pour peindre nos mœurs, et non point par envie. Je suis trop au-dessous de cette ambition. Phèdre enchérit souvent par un motif de gloire. Pour moi, de telles pensées me seraient malséants. Mais venons à la fable, ou plutôt à l'histoire, de celui qui tâcha d'unir tous ses enfants. Un vieillard près d'aller où la mort l'appelait. « Mes chers enfants, dit-il, à ses fils il parlait. Voyez si vous romprez ces dards liés ensemble. Je vous expliquerai le nœud qui les assemble. L'aîné, les ayant pris, et fait tous ses efforts, les rendit en disant « Je le donne au plus fort ». Un second lui succède et se met en posture, mais en vain. Un cadet tente aussi l'aventure. Tous perdirent leur temps. Le faisceau résista. De ces dards joints ensemble, un seul ne s'éclata. « Faibles gens, dit le père, il faut que je vous montre ce que ma force peut en semblable rencontre. » On crut qu'il se moquait, on sourit, mais à tort. Il sépare les dards et les rompt sans effort. « Vous voyez, reprit-il, l'effet de la concorde. Soyez joints, mes enfants, que l'amour vous accorde. Tant que dura son mal, il n'eut autre discours. Enfin se tentant près de terminer ses jours. « Mes chers enfants, dit-il, je vais où sont nos pères. Adieu, promettez-moi de vivre comme frères. Que j'obtienne de vous cette grâce en mourant. » Chacun de ses 3 fils l'en assure en pleurant. Il prend à tous les mains, il meurt, et les 3 frères trouvent un bien fort grand, mais fort mêlé d'affaires. Un créancier saisit, un voisin fait procès. D'abord notre trio s'en tire avec succès. Leur amitié fut courte, autant qu'elle était rare. Le sang les avait joints, l'intérêt les sépare. L'ambition, l'envie avec les consultants, dans la succession entrent en même temps. On en vient au partage, on conteste, on chicane, le juge sur 100 points tour à tour les condamne. Créanciers et voisins reviennent aussitôt, cela sur une erreur, ceci sur un défaut. Les frères désunis sont tout d'avis contraires. L'un veut s'accommoder, l'autre n'en veut rien faire. Tous perdirent leurs biens, et voulurent trop tard profiter de ces dards unis et pris à part. Fin de la fable 18. Le vieillard et ses enfants. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'oracle et l'impie. Fable 19 des Fables de La Fontaine, livre 4e, enregistré pour LibriVox.org par Michael Kedviak. L'oracle et l'impie. Vouloir tromper le ciel, c'est folie à la terre. Le dédale des cœurs, en ses détours, n'en sert rien qui ne soit d'abord éclairé par les dieux. Tout ce que l'homme fait, il le fait à leurs yeux, même les actions que dans l'ombre il croit faire. Un païen, qui sentait quelque peu le fagot, et qui croyait en Dieu, brusé de ce mot par bénéfice d'inventaire, alla consulter Apollon. Dès qu'il fut en son sanctuaire, « Ce que je tiens, dit-il, est-il en vie ou non ?» Il tenait un moineau, dit-on, près d'étouffer la pauvre bête, ou de la lâcher aussitôt pour mettre Apollon en défaut.
Apollon reconnut ce qu'il avait en tête. « Mort ou vif, lui dit-il, montre-nous ton moineau, et ne me tends plus de panneaux. Tu te trouverais mal d'un pareil stratagème. Je vois de loin, j'atteins de même. » Fin de la fable 19, l'oracle et l'impie. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'avare qui a perdu son trésor. Fable 20 des Fables de La Fontaine, livre 4e. Enregistré pour LibriVox.org par Ezwa. L'usage seulement fait la possession. Je demande à ces gens de qui la passion est d'entasser toujours, mettre somme sur somme, quel avantage ils ont que n'est pas un autre homme. Diogène là-bas est aussi riche qu'eux, et l'avare ici haut, comme lui, vit en gueux. L'homme au trésor caché qu'Ésope nous propose servira d'exemple à la chose. Ce malheureux attendait, pour jouir de son bien, une seconde vie. Ne possédait pas l'or, mais l'or le possédait. Il avait dans la terre une somme enfouie, son cœur avec, n'ayant autre déduit que d'y ruminer jour et nuit, et rendre sa chevance à lui-même sacrée. Qu'il allât ou qu'il vînt, qu'il but ou qu'il mangeât, on l'eût pris de bien court à moins qu'il ne songeât à l'endroit où gisait cette somme enterrée. Il y fit tant de tours qu'un fossoyeur le vit, se douta du dépôt, l'enleva sans rien dire. Notre avare un beau jour ne trouva que le nid. Voilà mon homme aux pleurs, il gémit, il soupire, il se tourmente, il se déchire. Un passant lui demande à quel sujet s'écrie. « C'est mon trésor que l'on m'a pris. »« Votre trésor ? Où pris ? » ?»« Tout joignant cette pierre. »« Eh, sommes-nous en temps de guerre pour la porter si loin ? N'eussiez-vous pas mieux fait de le laisser chez vous en votre cabinet que de le changer de demeure ? Vous auriez pu sans peine épuiser à toute heure. »« À toute heure, bon Dieu ! Ne tient-il qu'à cela ? L'argent vient-il comme il s'en va ? Je n'y touchai jamais. »« Dites-moi donc de grâce, reprit l'autre, pourquoi vous vous affligez tant ? Puisque vous ne touchiez jamais à cet argent, mettez une pierre à la place. Elle vous voudra tout autant. » Fin de la fable 20. L'avare qui a perdu son trésor. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'œil du maître. Fable 21 des Fables de La Fontaine, livre 4e, enregistré pour LibriVox.org par Pascal. Un cerf s'étant sauvé dans une étable à bœufs, fut d'abord averti par eux qu'il chercha un meilleur asile. « Mes frères, leur dit-il, ne me décelez pas. Je vous enseignerai les pâtis les plus gras. Ce service vous peut quelques jours être utile, et vous n'en aurez point regret. » Les bœufs, à toute fin, promirent le secret. Il se cache en un coin, respire et prend courage. Sur le soir on apporte herbe fraîche et fourrage, comme l'on faisait tous les jours. L'on va, l'on vient, les valets font 100 tours. L'intendant même, et pas un d'aventure, n'aperçut ni corps ni ramure, ni cerf enfin. L'habitant des forêts rend déjà grâce aux bœufs, attend dans cette étable que chacun retournant au travail de Cérès, il trouve pour sortir un moment favorable. L'un des bœufs ruminant lui dit « Cela va bien, mais quoi ? L'homme aux 100 yeux n'a pas fait sa revue. Je crains fort pour toi sa venue. Jusque-là, pauvre cerf, ne te vante de rien. » Là-dessus, le maître entre et vient faire sa ronde. « Qu'est-ce ceci ? dit-il à son monde. Je trouve bien peu d'herbe en tous ces râteliers. Cette litière est vieille, allez vite au grenier. Je veux voir désormais vos bêtes mieux soignées. Que coûte-t-il d'ôter toutes ces araignées ? Ne saurait-on ranger ses jougs et ses colliers ? En regardant à tout, il voit une autre tête que celle qu'il voyait d'ordinaire en ce lieu. Le cerf est reconnu. Chacun prend un épieu, chacun donne un coup à la bête. Ses larmes ne sauraient la sauver du trépas. On l'emporte, on la sale, on en fait maint repas, dont maint voisin s'est joui d'être. Phèdre sur ce sujet dit fort élégamment, il n'est pour voir que l'œil du maître. Quant à moi, j'y mettrai encore l'œil de l'amant. Fin de la fable 21, l'œil du maître. Cet enregistrement fait partie du domaine public.
L'Alouette et ses petits avec le maître d'un champ. Fable 22 des Fables de La Fontaine, livre 4e, enregistré pour LibriVox.org par Claude Kovofarki. Ne t'attends qu'à toi seul, c'est un commun proverbe. Voici comme Ésope le mit en crédit. Les alouettes font leur nid dans les blés quand ils sont en herbe, c'est-à-dire environ le temps que tout aime et que tout pullule dans le monde. Monstres marins au fond de l'onde, tigres dans les forêts, alouettes aux champs. Une pourtant de ces dernières avait laissé passer la moitié d'un printemps sans goûter le plaisir des amours printanières. À toute force, enfin, elle se résolut d'imiter la nature et d'être mère encore. Elle bâtit un nid, pond, couve et fait éclore à la hâte. Le tout alla du mieux qu'il put. Les blés d'alentour, mûrs avant que l'anité se trouvât assez forte encore pour voler et prendre l'essor. De 1000 soins divers l'alouette agitée s'en va chercher pâture, avertit ses enfants d'être toujours au guet et faire sentinelle. Si le possesseur de ces champs vient avec son fils, comme il viendra, dit-elle, écoutez bien. Selon ce qu'il dira, chacun de nous décampera. Sitôt que l'alouette eut quitté sa famille, le possesseur du champ vient avec son fils. « Ces blés sont mûrs, dit-il, allez chez nos amis les prier que chacun, apportant sa faucille, nous vienne aider demain dès la pointe du jour. » Notre alouette de retour trouve en alarme sa couvée. L'un commence. « Il a dit que l'aurore levée l'on fit venir demain ses amis pour l'aider. » « S'il n'a dit que cela, repartit l'alouette, rien ne nous presse encore de changer de retraite. Mais c'est demain qu'il faut tout de bon écouter. Cependant, soyez gais, voilà de quoi manger. » Eux repus, tout s'endort, les petits et la mère. L'aube du jour arrive et d'amis, point du tout. L'alouette a l'essor, le maître s'en vient faire sa ronde ainsi qu'à l'ordinaire. « Ces blés ne devraient pas, dit-il, être debout. Nos amis ont grand tort, et tort qui se repose sur de tels paresseux à servir, ainsi lents. Mon fils, allez chez nos parents les prier de la même chose. » L'épouvante est au nid plus forte que jamais. « Il a dit ses parents, mère, c'est à cette heure. » « Non, mes enfants, dormez en paix, ne bougeons de notre demeure. » L'alouette eut raison, car personne ne vint. Pour la 3e fois, le maître se souvint de visiter ses blés. « Notre erreur est extrême, dit-il, de nous attendre à d'autres gens que nous. Il n'est meilleur ami ni parent que soi-même. Retenez bien cela, mon fils. Et savez-vous ce qu'il faut faire ? Il faut qu'avec notre famille, nous prenions des 2 mains chacun une faucille. C'est là notre plus court, et nous achèverons notre moisson quand nous pourrons. » Dès lors que ce dessein fut su de l'alouette, « C'est ce coup qu'il est bon de partir, mes enfants. » Et les petits, en même temps voletant, se culbutant, délogèrent tous sans trompette. Fin de la fable 22. L'alouette et ses petits avec le maître d'un champ. Fin des Fables de La Fontaine, livre 4e. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le berger et la mère. Fable 2 des Fables de La Fontaine, livre 4e, enregistré pour LibriVox.org par Pascal. Le berger et la mère. Du rapport d'un troupeau dont il vivait sans soin, se contenta longtemps un voisin d'Amphitrite.
Si sa fortune était petite, elle était sûre tout au moins. À la fin, les trésors déchargés sur la plage le tentèrent si bien qu'il vendit son troupeau, trafiqua de l'argent, le mit entier sur l'eau. Cet argent périt par naufrage. Son maître fut réduit à garder les brebis, non plus berger en chef comme il était jadis, quand ses propres moutons paissaient sur le rivage. Celui qui s'était vu Coridon ou Tircis fut Pierrot et rien davantage. Au bout de quelque temps, il fit quelques profits, racheta des bêtes à laine, et comme un jour les vents retenant leur haleine, laissaient paisiblement aborder les vaisseaux. « Vous voulez de l'argent, ô mesdames les eaux, dit-il. Adressez-vous, je vous prie, à quelqu'un d'autre. Ma foi, vous n'aurez pas le nôtre. Ceci n'est pas un conte à plaisir inventé. Je me sers de la vérité pour montrer par expérience qu'un sou, quand il est assuré, vaut mieux que 5 en espérance, qu'il se faut contenter de sa condition, qu'au conseil de la mer et de l'ambition, nous devons fermer les oreilles. Pour un qui s'en louera, 10 000 s'en plaindront. La mer promet monts et merveilles. Fiez-vous-y, les vents et les voleurs viendront. » Fin de la fable 2, Le berger et la mer. Cet enregistrement fait partie du domaine public.